Bonjour, donc je suis Hervé Rano, et donc je dirige la société Sense qui s'écrit SENX. Donc en réalité c'est Sense comme sensor, comme capteur, puisque notre spécialisation c'est le traitement des données de capteurs. Donc Sense est une société qui est basée à Brest. Moi-même je suis à Paris, mais la société est basée à Brest. Et donc on accompagne en effet Someflux comme d'autres industriels. En réalité c'est une technologie assez transversale et on va intervenir dans de l'énergie, de la mobilité, de la défense, bref, la santé même aujourd'hui, donc avec des problématiques d'ailleurs à certains égards qu'on pourrait rapprocher de celles que l'on fait ou qu'on regarde avec Someflux. Donc qu'est-ce que c'est que la particularité quelle est la particularité de Sense? Donc on est un éditeur qui propose une solution qui s'appelle Warp10. Et Warp10 va travailler sur la technologie qu'on appelle des time series, des séries temporelles. Donc c'est une technologie qui est aujourd'hui celle qui connaît la croissance la plus importante en termes de traitement de données. Évidemment, ce n'est pas la technologie la plus répandue. Voilà. Alors, ça crée déjà pas un petit problème, mais en tout cas un gap entre le niveau requis pour travailler sur cette technologie est celle qui existe généralement dans la plupart des entreprises. Donc les directions informatiques de la plupart des entreprises ne sont pas forcément familières encore avec cette technologie des séries temporelles, là où les grands acteurs du numérique sont complètement familiers avec ce type de technologie. Alors, sans rentrer dans la technique, qu'est-ce que c'est que la technologie des séries temporelles? On va dire que d'une manière générale, dans l'informatique, on va avoir des applications métiers, et dans ces applications métiers, on va avoir des données qui vont être structurées en fonction du contenu métier, donc des objets sur lesquels on travaille. Dans les séries temporelles, qui sont des données au départ, donc des données de capteurs, la donnée qui va permettre de structurer, de stocker la donnée, d'analyser, de tout faire avec la donnée, c'est le temps, c'est l'horodatage. Donc l'horodatage est la donnée à partir de laquelle tout s'organise. Alors, nous, on va même aller un peu plus loin parce qu'on fait ce qu'on appelle des séries spatio-temporelles, qui est un peu moins, comment dire, d'actualité pour nous ici dans l'industrie, mais donc où on va pouvoir gérer des données à la fois séquencées dans le temps, mais géolocalisées. Donc, par exemple, si dans l'automobile connectée, par exemple, en effet, on va avoir besoin de traiter des séries spatio-temporelles. Donc nous, on est un éditeur, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les technologies de stockage de ces données. On va travailler sur les outils d'analyse de ces données. Par contre, nous, on ne met pas en œuvre directement. On peut accompagner, mais on ne va pas être un spécialiste ni de Someflux, des pompes, ni de l'aéronautique, ni de l'énergie, etc. Donc c'est une technologie utilisée de manière générale. D'ailleurs, le petit graphique qui est intéressant au-dessus, c'est l'analyse de vol d'un avion d'Airbus que je ne vais pas ici commenter. Dans l'industrie, en fait, la particularité, c'est qu'on va avoir deux mondes. Donc c'est une représentation assez classique. C'est-à-dire avec à la base un certain nombre d'équipements industriels et des capteurs. Donc je vous passe tous les sigles qui sont à la gauche. Et comment dire, au sommet de cette pyramide, on va avoir l'ERP, donc la partie gestion. Et donc on va avoir deux mondes finalement qui vont cohabiter, qui sont l'informatique, donc l'IT, et tout ce qui est technologie industrielle, donc l'OT. Et ça va générer des données. Donc la partie supérieure, c'est plutôt le monde de la gestion, et donc ce sont des données de gestion qui vont permettre à l'entreprise de fonctionner, jusqu'à, pour la partie industrielle, tout ce qui est ordonnancement, donc des tâches, gestion des processus. Et la partie industrielle, qui elle est beaucoup plus technique, et donc on est dans des automatismes. Donc c'est de l'informatique effectivement beaucoup plus technique. Donc les données qu'on va avoir dans cette partie ici, la partie basse, pardon, oh, excusez-moi, je clique sur le mauvais bouton. Donc la partie inférieure, donc ici on va avoir des données très techniques. Donc ce sont deux mondes finalement qui cohabitent, mais qui finalement ne se connaissent pas très bien. Et les compétences sont radicalement différentes.
L'informatique technique, c'est le monde des ERP, c'est le monde des grandes bases de données dites relationnelles, donc des applications. Tout à l'heure, on parlait de AS400, qui sont des systèmes qui existent toujours, même s'ils ont aujourd'hui un certain âge. Donc, c'est ce qu'il y avait dans le temps, les gros systèmes IBM, etc. Bref, tout ça, c'est la grosse informatique, c'est les directions informatiques, etc. L'OT, c'est le monde, encore une fois, de l'automatisme. Et on va avoir, pour simplifier, au milieu, ce qu'on va appeler le monde des SCADA, c'est-à-dire des équipements qui vont contrôler la partie industrielle. Donc c'est tout ce qui relève du contrôle commande et qui va pouvoir échanger des informations avec la partie informatique. Mais il y a bien une séparation. Or, qu'est-ce qui va se passer de plus en plus, et je vais l'expliquer dans le cas de Somiflux, c'est que de plus en plus, on va vouloir comprendre ce qui se passe dans la partie OT. Là, vous aviez un industriel qui arrivait avec son SCADA, qui allait contrôler une machine. Finalement, tout ça était une sorte de boîte noire au travers du système de contrôle, et l'entreprise ne cherchait même pas forcément à comprendre qu'est-ce qui se passait au-delà du SCADA. C'était le monde de l'automatisme. Il fallait que ça fonctionne, que ça renvoie des alarmes quand ça ne fonctionnait pas, etc. Mais il n'y avait pas à aller plus loin. Alors non seulement aujourd'hui, on va, pour des raisons que je vais évoquer, chercher à comprendre beaucoup mieux ce qui se passe derrière, mais on va aussi se rendre compte qu'il y a derrière les données qu'il y a sur cette partie industrielle, une source de services clients potentiels et qui vont de plus en plus intéresser les entreprises. Et c'est le cas en particulier de Somiflux. Pour revenir aussi dans tout ça et ce qui va faire le lien, pourquoi les séries temporelles finalement changent le regard que l'on peut avoir sur le traitement des données, je dirais que dans l'organisation classique des entreprises aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on appelle analyse de données dans ce monde classique, c'est qu'on avait des applications métiers, des silos métiers avec leur base de données, etc. Et on a depuis 30 ans développé des techniques de tableau de bord, essayer de mieux comprendre les processus, améliorer les processus, donc recouper des données, etc. Peut-être des données techniques, des données comptables, les données clients, les données des commerciaux. Donc comment on va optimiser l'entreprise? Ça se passait par, on va aller extraire les données dans un peu toutes les bases qui existent et qui nous intéressent. Pour qu'elles se comprennent, on va avoir des mécanismes de conversion, donc d'interopérabilité. Les logiciels ne sont pas les mêmes. C'est parfois un petit peu compliqué. Et donc, il faut rapprocher tout ça. Donc, on crée des entrepôts de données avec ces mécanismes de conversion. Et puis là, on applique les méthodes d'analyse. En fait, dans les séries temporelles, on ne fonctionne pas comme ça. On va proposer une autre démarche qui est finalement de collecter toutes les données d'où qu'elles viennent. Toutes les données avec simplement ce critère important qu'on va considérer comme le plus important, qui est l'horodatage. Parce que de plus en plus, on le voit bien avec les capteurs, mais de plus en plus, les informations, le traitement, tout devient de plus en plus temps réel. Les événements se succèdent à un rythme qui est de plus en plus important. Et donc même de plus en plus d'opérations qui étaient considérées comme de simples opérations de gestion, comme on va vouloir avoir des usages multiples dans l'entreprise, quelle est la donnée finalement qui est commune à l'ensemble des événements qui vont concerner l'entreprise? Eh bien c'est le temps. Donc nous, on va proposer une technique qui, effectivement, va permettre de stocker l'ensemble des événements en simplement les empilant dans le temps. Et à partir du moment où nous aurons cette structure, entre guillemets, brute, commune, on va pouvoir les croiser, créer donc, ce qu'on appelle des data lakes. Le data lake, c'est un terme que vous avez probablement entendu déjà. La plupart du temps, par beaucoup de gens, il va être utilisé comme, comment dire, une nouvelle manière de dénommer cet entrepôt de données classique. En réalité, le véritable data lake dont on parle ici, c'est une technologie véritablement nouvelle. Et là, vous allez avoir, avec ces technologies de séries temporelles,
des performances qui n'ont absolument rien à voir. C'est-à-dire que ça va être 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus rapide que les traitements de données classiques. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc, là, tout ça nous permet de sortir des silos métiers. Et donc, comme je l'indiquais, là où on avait auparavant, on avait une organisation assez simple avec un usage principal de la donnée, et donc des usages annexes, de plus en plus, on va aller vers des données qui vont avoir potentiellement de multiples usages. Et on doit avoir cette idée d'une espèce d'infrastructure de données neutres qui va être capable d'arroser des applications de production, des applications orientées maintenance, des applications, la partie ERP, la partie service client, etc. Et sans qu'il y ait de problématiques de performance. Pourquoi ça c'est difficile dans des applications, dans des modes d'organisation classiques des données? C'est que dès que vous allez avoir une double application, enfin une deuxième ou une troisième application pour les données, l'application métier principale, elle va vous dire « Oh là là, moi c'est pas possible parce que ça va dégrader la performance de mon système. Et donc je veux bien te faire donner des données, mais ce sera par exemple la nuit, une fois par... etc. » Et de plus en plus, ça ne colle pas parce qu'on a besoin d'un accès temps réel à la donnée. Et donc ces technologies de série temporelle le permettent. Alors dans Sommet Flux, on va aller un cran plus loin, et donc c'est... On le fait aussi pour d'autres clients, mais c'est une logique que l'on voit se développer. C'est que ce traitement de données, on va vouloir le faire au niveau de l'équipement. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici dans le cas de Sommet Flux? C'est qu'on va mettre un système en local qui, lui, va être capable de récupérer l'ensemble des données des capteurs. Et quel est l'intérêt de récupérer ces données de capteurs au niveau local? C'est qu'effectivement, on va être capable, pour des équipements qui vont aller à droite, à gauche, qui peuvent être décentralisés, de comprendre ce qui se passe, de faire de l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Parce que quand on utilise le terme intelligence artificielle, finalement, quand vous regardez les exemples qu'on va vous donner, c'est de la reconnaissance spatiale, c'est-à-dire reconnaître une voiture, reconnaître un chien, reconnaître un visage, etc. Donc ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et comment on développe cette intelligence artificielle? Avec des bases de référence, où le logiciel il va apprendre qu'est-ce que c'est qu'un chat, qu'est-ce que c'est qu'un chien, qu'est-ce que c'est qu'un visage, comment on le reconnaît. Et donc, avec cet apprentissage, il va être capable de reconnaître des objets de même nature, ou un visage similaire. Dans l'industrie, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Alors si la partie image peut avoir parfois un intérêt, mais ce qui va nous intéresser, c'est comprendre ou faire de l'apprentissage temporel, c'est-à-dire sur une histoire qui va durer peut-être un an, par exemple, comprendre comment les systèmes fonctionnent, récupérer toutes ces données de capteurs et avec leur historique, en effet, comprendre le comportement d'un système et être capable de détecter, tiens, là, il y a un truc qui se passe que je n'ai pas appris. Et donc, je vais, au fur et à mesure aussi, faire de l'apprentissage possible des erreurs. Et si je fais de l'apprentissage possible des erreurs, je vais être capable de les anticiper. Alors, et donc ça, c'est la base, en effet, de la maintenance prédictive. Donc nous, on va le faire au niveau local. Et l'intérêt de le faire au niveau local, on verra qu'il est double, mais il est intéressant pour l'industriel, parce que lui, il est capable de beaucoup mieux comprendre le comportement de ses équipements. Mais il est intéressant aussi pour le client, parce que le client aussi, lui, il va suivre en temps réel le comportement de ces systèmes qui, lui, sont dévolus à sa propre finalité métier. Donc c'est ce qu'on appelle le edge, donc le edge computing, et donc Warten va proposer effectivement cette fonctionnalité en edge computing. Et l'étage au-dessus, c'est qu'on va, au-delà de la collecte et du traitement local, on va faire un traitement centralisé. Parce que qu'est-ce que va apporter le traitement centralisé? C'est que si vous avez un ensemble d'équipements de même nature, soit chez le même client ou chez de nombreux clients, vous allez être capable de faire de l'apprentissage et de la comparaison globale de l'ensemble de vos équipements. Donc un équipement qui normalement vous n'enverrez pas des alarmes ou je ne sais quoi dans un système classique, vous allez être quand même
capable de déceler qu'il a un comportement qui n'est pas tout à fait le même que ses petits copains. Et donc ça va forcément vous interpeller. Et donc tout ça, ça va encourager la maintenance prédictive et ça va permettre de développer des services, non seulement pour l'industriel, mais également pour ses clients. Donc ça va permettre d'anticiper. Je parle aussi, par exemple, ici du vieillissement. Donc comprendre le vieillissement d'un appareil, dans un certain nombre de cas, c'est important. Vous avez, par exemple, aussi un certain nombre d'équipements sur lesquels vous allez avoir des problématiques de saisonnalité. Donc ils ne se comportent pas pareil en hiver qu'en été, etc. Et donc, c'est des mécanismes qui sont intéressants à comprendre. Et là, encore une fois, où vous auriez un système qui, dans un... Parce que le SCADA, par exemple, classiquement, il va, dans un mode normal, il va vous dire, là, tout se passe bien, là, ça se passe bien, mais il y a un truc bizarre, il faut faire attention, là, il y a une alarme, ou là, il y a alerte totale, etc. Mais il fonctionne par seuil. Dans le traitement de données, on ne fonctionne pas par seuil, c'est-à-dire de ce type-là, de type série temporelle, on essaie de comprendre le comportement d'une courbe. Par exemple, l'évolution d'une température, ce qui peut être intéressant, ce n'est pas le seuil à un moment donné, c'est la manière dont elle évolue. Donc tout ça, on va le permettre. Alors, ce qui est important dans tout ça, c'est de comprendre l'importance véritablement de l'historique des données. Donc, donner du sens aux données pour en tirer un bénéfice, c'est se baser pour ça sur l'historique. Finalement, c'est comme le comportement humain. Le comportement humain, il apprend depuis l'enfance un certain nombre de choses et de manière implicite, il va les intégrer pour se faire une opinion ou comprendre un certain nombre de choses de manière objective. Voilà, le traitement des séries temporelles, c'est exactement ça qui vous apporte. C'est tout ce qui est information en temps réel. Il l'examine en fonction, évidemment, de la compréhension objective de ce qui se passe, mais en fonction de l'historique de ces données. Donc la compréhension de cet historique, c'est fondamental. L'accès à cet historique est important. Et encore faut-il l'avoir constitué. Voilà. L'un des problèmes que l'on va avoir dans un certain nombre de cas, c'est que les gens vont se dire, moi je vais conserver je vais stocker la donnée que celle qui m'intéresse. Oui, mais nous, dans un certain nombre de cas, on va avoir des gens qui disent, tiens, je voudrais développer un mécanisme d'intelligence artificielle, là, parce que je pense que ça aurait un intérêt, etc. Et là, on va poser forcément la question, oui, mais est-ce que vous avez un historique de données? Et la réponse va être, dans un certain nombre de cas, non, parce que je pensais que je n'avais pas besoin. Voilà. Alors, le pendant aussi enfin, je ne veux pas forcément le développer, mais on va parler aussi de jumeaux numériques. Donc, le jumeau numérique, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la transposition avec les capteurs d'un équipement technique et avec l'ensemble des mesures qui sont collectées, on va créer ce qu'on va appeler effectivement le jumeau numérique, qui va permettre non seulement de prévoir, je l'ai évoqué, mais ce qui va permettre aussi, par exemple, de rejouer des phénomènes qu'on puisse passer dans le passé. Alors, je vois que le temps passe, donc j'irai assez rapidement, mais ici, je ne cherche pas ici à développer chacun des items qui sont développés. C'est simplement pour matérialiser comment on va passer de mécanismes simples de mesure à de l'IA. Je l'ai un petit peu évoqué indirectement, mais encore une fois, c'est pour montrer que dans le premier cas, qui est le cas le plus classique, on analyse des statuts et que les historiques de données progressivement vont nous permettre de monter en valeur vers de la maintenance prédictive, de l'optimisation. Et une chose aussi qui n'est pas toujours très simple, c'est comment on intègre la maintenance prédictive avec de la maintenance au sens gestion des actifs. La gestion des actifs et la maintenance qui est associée, c'est notamment dans la grande industrie, vous allez avoir, quand vous vendez un équipement, automatiquement, vous vendez un plan de maintenance, et de réparation, de suivi, de changement de certaines pièces qui est automatiquement planifié dans le temps, etc. Et donc, l'une des questions parfois qui se pose, c'est comment on intègre le prédictif dans ce nouveau processus. Voilà, donc je terminerai par
simplement par ce slide sur les messages qui sont importants. C'est que pour aller vers une économie de la fonctionnalité, donc il faut maîtriser l'accès aux données brutes, il faut historiser les données. Et là, encore une fois, j'insiste hein, sur ce sujet qui est important. Dans un certain nombre de cas, les gens vont vous dire non, c'est trop lourd de tout enregistrer, ça va prendre de la place, etc. En réalité, nous, on peut vous dire que la plupart du temps, c'est faux. C'est simplement que les gens continuent à utiliser des technologies anciennes et qu'en effet, les technologies anciennes, enfin, anciennes entre guillemets, classiques, ne sont pas faites pour ça. Voilà. Mais les technologies existent et ça ne prend pas forcément beaucoup de place. Et donc, c'est, comme on le fait avec SommeFlux, c'est jouer sur cet équilibre entre l'analyse locale et l'analyse centrale pour développer des nouveaux services. Voilà, je vous remercie. Une entreprise qui est, 3.0, et toutes les industriels français ne sont pas encore 3.0, mais un industriel qui est 3.0 aujourd'hui, il va mettre combien de temps à utiliser la donnée comme il faut, c'est-à-dire à devenir une entreprise 4.0 ? En réalité, ça peut aller très vite. C'est-à-dire, si on veut que l'entreprise soit 4.0, évidemment, ça pourra prendre un certain temps. Par contre, la plupart des temps, les gens vont commencer par une expérimentation ou un projet. Par exemple, c'est le cas pour SommeFlux, une pompe particulière, et on va simplement essayer de comprendre le bénéfice que ça peut nous amener. Encore une fois, et ça rejoint ce qu'avait dit Alexandre, si je ne l'ai pas repris totalement dans le slide d'avant, c'est-à-dire que on est non seulement vers une économie de la fonctionnalité, mais c'est réellement un marché biface, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire c'est le slide d'avant. Voilà, non, celui-là. Donc c'est bien le fait que vous développez une technologie qui vous apporte un service pour mieux contrôler ce qui se passe chez vous. Mais l'intérêt, c'est que vous pouvez la vendre. Le service que vous en obtenez pour vous, il intéresse aussi votre client. Et donc, et nous, on le voit à plusieurs occasions. C'est-à-dire que les gens font ça au début dans un objectif de mieux comprendre ce qui se passe pour eux, de mieux anticiper ce qui se passe pour eux. Et on s'aperçoit qu'ils peuvent en faire un service qu'ils vont vendre aux clients. Voilà. Et donc, il y a un double intérêt dans le développement de ce service. Donc, évidemment, les technologies... Les gens dans l'industrie comme ailleurs n'achètent pas la technologie pour... Voilà, je peux toujours leur dire c'est une super techno et c'est celle qui croit de manière la plus importante aujourd'hui dans le monde. Ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est de comprendre le bénéfice qu'ils peuvent en attendre pour eux. Et donc ça passe en effet par des pilotes ou des démonstrateurs sur des équipements qui vont leur parler, mais qui vont aussi parler à leurs équipes, parce qu'il y a forcément aussi besoin de convaincre leurs équipes. Alors Alexandre, justement, en combien de temps, je l'ai piégé là, en combien de temps vous avez intégré ce nouvel type de technologie à l'intérieur de SommeFlux ? Et quand est-ce que vous avez ressenti les bénéfices ? On n'a pas décidé de le faire du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on a passé du temps, on a appris, on a expérimenté. On s'est tourné vers Sense pour une raison très simple, c'est qu'il y a l'avantage d'avoir la différenciation entre deux métiers, c'est-à-dire le métier de l'ingénieur qui conçoit la machine, le métier de l'IT. Et au final, on est capable du coup d'avoir des profils qui sont vraiment côté métier, côté ingénieur, être en mesure d'utiliser la donnée pour en comprendre et en exploiter indirectement le bénéfice. Et ce que l'on cherchait, c'était vraiment ce sujet-là, c'était comment on allait pouvoir amener des profils qui n'étaient pas du monde de l'IT à traiter de la donnée, mais en étant à la fois proche, on va dire, de la mesure physique, proche finalement de la partie ingénierie, conception, développement, et en même temps très proche du monde IT. Et c'est cette équation qui est délicate. Donc du coup, là, en l'espace on a fait 2 jours d'accompagnement avec les déploiements qui ont été faits limite dans la semaine qui a suivi chez nos clients. Et du coup, on a construit les dashboards dans l'espace d'une semaine. Donc du coup, les dashboards ont été très vite à construire et la valeur perçue par le client, elle a été assez rapidement comprise. Après, c'est comment on va être capable vraiment de la déployer, de monter en puissance, d'en créer vraiment le modèle que l'on veut chercher. Sachant qu'encore une fois, on est à chaque fois dans de l'apprentissage et dans de l'incrémental. Donc on peut le faire bien une fois et puis s'apercevoir que du coup, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et ça, je pense que c'est la réalité de la transformation industrielle que l'on vit aujourd'hui. C'est que, avec toute l'humilité qu'on peut avoir derrière, on apprend tous les jours. Et en fait, je pense que toutes les équipes apprennent tous les jours sur justement ce que représente le potentiel aujourd'hui de cette transformation. Donc c'est pas à pas, on apprend à marcher.
marché, on fait un pas, c'est bon, et on en refait un autre après. Oui, puis on se plante. Et puis il faut recommencer. Et on Et tombe, il et faut on se arriver relève. à savoir. Voilà. Mais oui, complètement. Ok, vous avez des questions? Non? Bon. C'était super clair. C'était parfait. Merci Monsieur Ranou, merci Alexandre. Et bien maintenant, on va passer à un autre expert, un autre partenaire de Somflux. C'est Top Solid, Monsieur Patrice Tibéri. À vous la parole. Et attendez, je vais vous placer